je suis allé rencontrer le docteur François Ledoz. François Ledoz, il a développé une méthode de psychothérapie qui s'appelle l'intelligence relationnelle. Dans cette vidéo, il va nous expliquer comment l'intelligence relationnelle est née et vous allez voir que son développement, ça a été autant une aventure professionnelle qu'un cheminement très personnel. Alors ce cheminement, il commence avec la rencontre de l'IFS. Et il faut que je vous dise un petit mot sur ce qu'est l'IFS pour que vous puissiez comprendre bien de quoi on parle. L'IFS, c'est une psychothérapie qui a été inventée dans les années 90 et elle consiste grosso modo à fermer les yeux, à observer qu'est-ce qui est vulnérable, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et de rentrer en relation avec ça. Par exemple, si je ressens de l'angoisse, d'entrer en relation avec mon angoisse. Et la relation, ça peut faire beaucoup de bien. Vous savez, c'est l'expérience quand on va pas bien, de parler de ce qui va pas à quelqu'un et ça nous fait du bien de le sortir. La relation fait du bien. Et bien l'IFS, c'est une façon d'entrer en relation avec ce qui va pas bien à l'intérieur de nous et de devenir notre propre thérapeute. François, tu es docteur, neurologue et tu as inventé une méthode de psychothérapie, l'intelligence relationnelle. Alors peut-être, avant qu'on commence, est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas cette méthode, tu peux nous l'expliquer? Alors, le premier point, c'est que c'est une méthode de psychothérapie qui vise à traiter le cerveau avant tout. C'est un point, je pense, un point nouveau dans l'appréhension de la psychothérapie. Ok. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de soigner le cerveau. Mhm. Et c'est en soignant le cerveau qu'on guérit et qu'on améliore les difficultés psychiques. Hein. Donc, on va pas. C'est le cerveau pour traiter les difficultés psychiques. Ça, c'est un premier point. Ça a sûrement à voir avec ma formation de neurologue. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on traite dans le cerveau? C'est ce qui fait, là, à mon avis, comment dire, qui constitue l'origine probablement commune à toutes nos difficultés psychiques. Et ça s'ancre dans le cerveau, c'est-à-dire la dissociation. Et la dissociation, ça a une dimension biologique, c'est-à-dire ça correspond à la façon dont le cerveau se met à fonctionner pour nous permettre de vivre dans un monde dangereux, dans un environnement dangereux. Mhm. C'est ce qui caractérise pour moi la situation traumatique. C'est la persistance, le fait de rester dans un environnement dangereux. Et en environnement dangereux, on peut voir qu'il y en a plein. Il y a plein de types. Ça, c'est un autre problème. Mais le point commun de tout ça, c'est que l'individu est exposé à un danger et ne peut pas en sortir. Et le cerveau, il a vraiment des mécanismes très puissants pour nous permettre de sortir du danger. Donc, euh, aller vers le danger, c'est vraiment pas un problème. Ça fait partie du stress de la vie, qui sont tout à fait sains et bons. À partir du moment où on peut en sortir. Soit seul, soit accompagné. Et souvent, l'enfant, il a besoin, il doit être accompagné, quelqu'un doit l'aider à sortir du danger. Alors, et quand ça n'a pas lieu, alors le cerveau, il a un moyen de permettre ça, cette survie-là, c'est-à-dire de faire de la dissociation, c'est-à-dire de secréter à l'intérieur du cerveau, pour faire très très court, des endorphines. Ça ressemble à de la morphine, mais c'est sécrété par le cerveau lui-même, qui permet eh bien, de moins sentir, moins souffrir, de moins percevoir le danger. Et à partir de ça, ben, on construit des difficultés psychologiques, on construit des symptômes à la fois physiques et psychiques, et on s'organise à partir de ça pour survivre. Et ça crée une souffrance secondaire. Hein. Il y a la souffrance première qui est la souffrance du trauma, et puis il y a la souffrance secondaire qui est la souffrance que nous infligeons, on va dire, que nos cerveaux, que nous payons, c'est la note à payer, du fait que notre cerveau s'adapte au maintien, à une situation qui n'est pas normale, qui est une situation d'exposition au danger. Et donc, ben on paye la note après, quoi. Dans un premier temps, c'est bien, parce on peut survivre à ça. Puis dans un deuxième temps, ben, on souffre. Ok. Le début de l'aventure de l'intelligence relationnelle, ça commence avec l'IFS. Donc l'IFS, c'est une méthode thérapeutique. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle est assez connue dans les pays anglo-saxons, très peu connue en France, et qui a été assez révolutionnaire à son époque, en ce sens que c'est une approche de la psychothérapie qui ne pathologise pas ce qui est en nous en les traitant comme des problèmes et qui nous invite plutôt à aller regarder à l'intérieur de nous notre monde intérieur, nos différentes parties, la partie de moi qui est en colère contre moi-même parce que je réussis telle chose, l'autre qui se sent vulnérable, qui peuvent être en conflit, ne pas se comprendre, ne pas dialoguer ensemble et surtout qui sont chargés d'émotions. Et donc c'est cette approche qui consiste à aller dialoguer,
entrer en lien, observer ces parties depuis un lieu de nous-mêmes très tranquille qu'on appelle le self. Mhm. Et est-ce que tu peux nous dire, toi qui étais neurologue, Mhm. dans ton histoire, comment est-ce que tu es arrivé à l'IFS? Mhm. Je pense d'abord peut-être accompagné, et puis ensuite je crois que tu es devenu un des premiers formateurs Mhm. francophones en IFS. Le premier, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, alors oui, oui, bien sûr. Donc moi, en tant que, disons, en tant que neurologue, enfin d'individu d'ailleurs, j'ai été exposé à des difficultés personnelles, psychologiques, vers l'âge de 30 ans. Ça m'a amené à un travail personnel, thérapeutique, enfin sur moi-même et spirituel, qui m'ont amené, chemin faisant, rencontrer l'IFS. Et dans le modèle de l'IFS, j'ai trouvé moi des, comment dire, des clés d'amélioration pour moi-même que je n'avais pas trouvé dans d'autres modèles. Et surtout, j'ai trouvé un modèle qui était compatible, qui s'appliquait très très bien à la possibilité d'un travail thérapeutique chez des personnes qui se présentent pour des troubles et symptômes physiques. Ce qui était à l'époque mon cas, parce que j'étais neurologue et je travaillais à temps plein à l'hôpital. Donc voilà, comment je me suis rapproché de l'IFS et comment j'ai introduit dans le monde de la thérapie comme ça, que j'ai commencé la pratique de la thérapie comme ça, en travaillant, en appliquant le modèle IFS avec personnes souffrant de symptômes neurologiques, en particulier la migraine. Et toi, quand tu l'as découvert à titre personnel, Mhm. est-ce qu'il y avait des personnes en France déjà qui accompagnaient ça, ou tu as été chercher du côté Alors en britannique ou 2005, américain? c'était vraiment, on était 5-6 en France. Ouais, d'accord. C'était Nana Michael qui avait créé c'est un séminaire, enfin un groupe de vulgarisation, enfin d'information. Donc c'était vraiment le tout début, hein. C'était vraiment une poignée. Ok. Voilà. Et puis j'ai voulu continuer sur ce chemin et donc je me suis rapproché du fondateur, Richard Schwartz, et j'ai pu me former aussi avec lui, organiser les premières formations en France Ok. et faire venir des formateurs et me former moi comme formateur. Qu'est-ce qui fait que tu es allé vers cette thérapie? Donc, tu as dit que Mhm. tu avais trouvé des choses pour toi qui Mhm. marchaient, et que c'était aussi quelque chose qui te permet d'accompagner tes patients qui arrivaient Mhm. plutôt avec des symptômes d'ordre physique. Mhm. Euh, euh, ouais, comment tu as entendu parler de cette petite thérapie Mhm. qui était complètement inconnue à ce moment-là en Ouais. France? Et qu'est-ce que toi, tu as trouvé Mhm. que tu n'arrivais pas à trouver? Alors j'en ai entendu, c'était un peu par hasard, hein, je veux Oui, dire, enfin, extérieurement, apparemment c'était par hasard, mais c'était un peu par hasard, en tout cas ça s'est fait comme ça. Et après, moi, ce que j'y ai trouvé quand j'ai commencé, quand j'ai fait les premiers séminaires d'introduction, j'ai été vraiment, quand tu dis séminaire d'introduction, oui, c'est parce que en tant que formateur en tant ou que stagiaire, en hein, tant que stagiaire séminaire pour proposé. devenir thérapeute? Alors à cette époque-là, oui, c'était pour apprendre ça. C'était pour du développement personnel initialement. C'était pour moi en tant que personne. D'accord, donc pas pour devenir thérapeute, mais Non. pour toi? Oui, ok. Puis je me suis rendu compte de la puissance de cet outil-là et j'ai eu l'idée de l'appliquer en médecine psychosomatique à l'hôpital avec des D'accord. patients en neurologie. Ok. Puis j'ai décidé, j'ai envie de devenir formateur, etc. Ok. Alors ce que j'ai trouvé moi vraiment très intéressant pour moi, c'est comment le modèle, d'abord que c'est un modèle très, comment dire, qui donne une procédure à suivre qui est explicite. Ok. Donc, et ça permettait au médecin en moi de savoir ce que j'étais en train de faire, d'être très clair sur ce que j'étais en train d'appliquer, qu'il y avait me séparer un peu de tout l'aspect intuitif, enfin, projectif contre intuitif, tout ce qui est dans la relation thérapeutique, qui est difficile souvent à gérer. Là, avec ce modèle IFS, c'était simple. On savait comment traiter le transfert contre le transfert. On avait une méthode, voilà, qu'on était invité à utiliser avec beaucoup de créativité, mais il y avait quand même une méthode. Il y avait une structure, voilà, Ok. une structure. Ok. Voilà, et ça, c'était bon pour moi en tant que médecin dans un milieu, Mm. thérapeute dans un milieu médical, parce qu'il y avait une structure, il y avait une méthodologie, Mm. et c'était donc aussi une forme de sésame pour amener cette méthode dans le monde médical. Ok. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est la question du self, c'est-à-dire que dans cette méthode, le levier de la guérison, c'est le self, c'est-à-dire ce que j'appelle l'espace en nous de conscience qui reste non affecté par le trauma, qui est toujours une ressource, qui reste une ressource toujours disponible
pour apporter les modifications dans le psychique et neurobiologique pour permettre de sortir du traumatisme, de la dissociation. Donc ça m'apparaissait vraiment très brillant et très brillant, et même pas que brillant, mais vraiment très opérationnel et effectif. Comment accéder à ce self de façon simple, parce que ce que propose Schwartz, c'est simplement de dégager les contraintes qu'il en sert. Et j'avais cherché ce self par plein de méthodes spirituelles ou des méthodes de méditation. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Et donc, j'ai vraiment été intéressé par ça. Et puis après, par l'efficacité. Oui. C'est-à-dire que toi, concrètement, tu sentais un mieux-être, c'était concret, c'était efficace. Ouais. C'était clair, et qu'il y avait une réalité physiologique, corporelle au traitement. C'est-à-dire que les modifications que j'expérimentais en moi, elles étaient psychiques et aussi corporelles. Enfin, je pouvais vraiment sentir que ça s'inscrivait dans mon corps. Ok. Ensuite, donc du coup, tu suis ce parcours-là de façon personnelle, tu deviens formateur, et je sais que tu as raconté dans d'autres interviews que tu avais vu qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à rentrer complètement pour toi dans le modèle de l'IFS, qui manquait quelque chose. Et donc c'est là que tu as eu cette intuition de développer quelque chose qui puisse continuer l'IFS et qui a abouti à l'intelligence relationnelle. Est-ce que tu peux me partager comment tout ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu, toi? Quelle a été ton expérience à toi? Parce que ça, je trouve ça très intéressant de comprendre qu'en fait, l'intelligence relationnelle n'est pas un truc qui a été construit comme ça dans la tête hors sol, mais tu as vraiment expérimenté quelque chose et tu t'es dit, tiens, là, faut aller plus loin dans le modèle. Alors, c'est en tant que personne que ça m'est venu, en tant qu'individu, pas tellement en tant que formateur ou thérapeute IFS. En tant que thérapeute IFS et formateur, je ne voyais pas, j'identifiais pas tellement les limites du modèle. Sur le plan personnel, par contre, il y a quelques années, j'ai traversé une autre période difficile de ma vie, à travers des relations, des situations relationnelles très complexes et très difficiles. Et donc, à cette occasion, c'est toujours pareil, c'est comme au début de ma démarche avec l'IFS, il y avait cette période de dépression qui m'amenait vers ça. Et après, il y a eu cette deuxième tourmente intérieure qui, dans ce contexte de difficultés relationnelles, et là, qui m'amenait à aller à l'intérieur, et à l'intérieur, à me rendre compte qu'en fait, les difficultés qui m'amenaient dans ces situations très complexes et qui m'empêchaient d'en sortir et qui m'y maintenaient, c'était en fait mes troubles de l'attachement. Et ça, c'était ça qui a été la nouveauté pour moi, je connaissais la théorie de l'attachement, j'avais une idée de ça, mais je n'avais pas compris que moi j'en avais et comment ça se manifestait dans mon corps, et que pour traiter ces aspects-là, que j'ai traité avec une thérapeute qui n'était pas IFS, enfin, qui connaissait l'IFS mais qui ne pratiquait pas avec moi l'IFS, qui utilisait d'autres techniques, j'ai réalisé que pour traiter ça, il y avait d'autres méthodes, que la méthode IFS pour moi n'était pas adaptée à ce type de problématique, selon moi. Et que j'ai découvert, je me suis dit, mais on peut y arriver. D'abord, moi, j'ai une problématique que je dois traiter, et ça, premier point. Et deuxième point, ben, je dois avoir d'autres paradigmes, d'autres modèles pour aborder ça. On peut y arriver, mais avec d'autres paradigmes. Je fais juste un petit rappel, parce que toi et moi, on sait bien ce que la théorie de l'attachement. Pour ceux qui écouteraient l'interview, qui ne savent pas ce que c'est, ça décrit comment, c'est une théorie qui décrit comment nos blessures de la relation avec nos parents font que dans la vie, on va se sentir ou avec un attachement sécure, c'est-à-dire plutôt libre dans la relation, capable d'entrer dans le lien, d'en sortir, ou avec un attachement insécure, c'est-à-dire une difficulté à rentrer dans la relation, ou alors un besoin un peu obsessif de s'attacher dans la relation. Voilà, c'est ça. Comme ça. Je sais qu'il y a une rencontre qui t'a marqué dans la construction de l'intelligence relationnelle, celle de Deb Dana. Alors je connais pas plus que ça son parcours, mais je sais juste que elle a apporté son approche, qui je crois est vraiment une approche humaine dans la relation.
Est-ce que c'est avec cette thérapeute que tu as travaillé ou est-ce que c'est avec une autre thérapeute que tu as Alors, travaillé pour toi? sur le plan personnel, j'ai travaillé avec une autre thérapeute D'accord. et donc ça m'a juste mis en conscience. Bon, D'accord. et c'était insuffisant pour modéliser autre chose. Hein. Ensuite, il y a eu une rencontre avec deux personnes, c'est quasiment dans le même moment de ma vie. En même temps, donc ces deux personnes sont Deborah Dana et Deirdre Fay. Et ces deux personnes sont venues comme apporter les pièces du puzzle qui me manquaient pour démarrer autre chose. Ok. Hein. Donc Deb Dana, elle est venue elle m'a apporté d'abord la compréhension du système du fonctionnement du système nerveux autonome, le cerveau du bas, ce cerveau que j'appelle moi le cerveau du bas qui travaille pour maintenir la survie, la vie et la survie biologique, donc le fonctionnement des organes, et puis surtout dans le domaine psychothérapeutique, c'est la gestion de la sécurité relationnelle. Donc ça, elle est venue m'informer de ça à travers la théorie polyvagale qu'avait développée Porges et surtout aussi à travers ses apports réels parce qu'elle était l'interface entre cette théorie polyvagale et l'application à la psychothérapie. Elle a modélisé les outils. Je fais juste un petit point à nouveau, la théorie polyvagale, on Ouais. sait ce que c'est. Vas-y, Alors la théorie polyvagale, c'est une théorie très court que Stephen Porges a mise au point, qui explique en fait, pour faire très très simple, qui décrit comment le système nerveux autonome, il nous explique, ça on le savait déjà avant lui, qu'il y a un système nerveux qui est autonome, qui est un système nerveux qui est archaïque, qui sert à faire fonctionner la machine, en gros, et qui est autonome en ce sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de commander, on arrive à la naissance avec ce système nerveux, il est déjà préprogrammé, donc il est autonome. C'est ça le système nerveux autonome. Et lui, il va un peu plus loin que ce qu'on en savait. Il va décrire plusieurs compartiments dans ce système nerveux autonome. Donc ça, c'est son originalité en tant que physiologiste. Donc il décrit ça. Donc je ne vais pas aller trop là-dedans. Ça s'appelle la théorie polyvagale. Et quoi en dire de plus? Moi, ce que j'ai compris, mais corrige-moi si j'ai mal compris de la théorie polyvagale, c'est que ce qu'elle apporte aussi, c'est le lien entre notre dimension sociale et relationnelle et notre système nerveux, en décrivant que quand c'est les parties de la survie, de la sécurité qui sont activées, on ne peut plus être dans le lien. Quand on est calme, dans ce qu'on appelle l'état ventral en théorie polyvagale, on peut être dans le lien, et que le lien, alors ça je ne sais pas si c'est la théorie polyvagale ou si c'est plutôt l'approche de Deb Dana, mais que le lien est une porte d'entrée dans le système qui peut apporter de la sécurité, ce que nous on appelle la co-régulation, le fait que quelqu'un de bien stable, bien ancré peut nous aider à ancrer de la sécurité en nous. Est-ce que du coup c'est ça? Oui, c'est ça. Je pourrais le redire autrement. Ce système nerveux autonome, il détecte de façon automatique les signaux de danger et de sécurité. À partir de ça, il enclenche des réactions automatiques pour nous mettre à distance du danger, pour nous ramener à la sécurité. Tant que ces systèmes sont activés, on ne peut pas être dans la relation, la relation consciente, créative. Donc la priorité va à la sécurité. Et quand ces modules chargés des automatismes de la remise en sécurité peuvent fonctionner, ne sont plus pilotés par des impératifs de danger, alors ils se mettent au service de la relation, ce qu'on appelle le vagal ventral, ça c'est un peu de la technique, mais voilà, le système s'homogénéise au service de la relation. Effectivement, il y a comme une incompatibilité entre une relation créative avec des informations, une réciprocité entre deux êtres humains ou entre un être humain et un groupe, et le danger. C'est pas possible. Soit on est en sécurité et on peut commencer à vivre ça, soit on n'est pas en sécurité et pour des raisons réelles ou projetées. Hein. Et à ce moment-là, la vie relationnelle et la réciprocité est affectée. Est-ce que tu pourrais me dire, je ne sais pas si tu as souvenir de moments ou d'exemples concrets de ce que tu as pu comprendre, un geste ou un moment de voir Deborah Dana. J'ai plus le nom de l'autre personne que tu as... Deirdre Fay. Où tu as compris, ah ouais, ça vient apporter quelque chose de vraiment fondamental. Il y a eu deux expériences. Avec Deborah Dana, c'était quand j'ai organisé avec elle un séminaire de dialogue en fait, entre l'IFS et la théorie polyvagale, et que dans une démonstration que je faisais en tant que formateur IFS avec un stagiaire, elle avait proposé de faire une lecture, elle,
avec la théorie polyvagale, une lecture théorie polyvagale. Et pendant cette lecture, quand elle faisait cette lecture, en fait, quand elle faisait cette lecture, elle venait me montrer ce qu'elle voyait qui se passait dans ce cerveau du bas. Et ce cerveau du bas, moi, je ne le connaissais pas, en fait, je ne travaillais pas, je ne le connaissais pas. Ok. Voilà. Et c'était pas explicite, c'est ça. Elle a rendu explicite ce qu'elle voyait qui fonctionnait pas bien dans mon cerveau du bas. Alors que dans le cerveau du haut, ce cerveau dans lequel j'étais pour faire mon travail et qui fonctionnait bien, mais j'étais à l'aise, je faisais un bon boulot. Et elle voyait bien qu'il y avait des éléments dans le cerveau du bas qui n'étaient pas très régulés, qui étaient encore sur le mode automatique de la gestion du danger. Donc, pour peut-être rendre ça un peu explicite, parce que moi je comprends ce que tu veux dire par là, c'est de percevoir dans ta façon d'être, parfois c'est très intuitif, mais on détecte un mouvement de sourcil, quelque chose, peut-être un signal de stress, ou d'être un peu moins présent, un peu moins dans la relation. Et elle te faisait le miroir de ça. Elle te disait, je te sens peut-être là, dans tel état ou dans tel état. C'est ça. Donc, en fait, elle dialoguait avec mon système nerveux autonome, et moi, je ne le faisais pas. Donc, elle le faisait avec le mien, et moi, je ne le faisais pas. Et cette situation où elle voyait quelque chose que moi, je ne voyais pas, était très déstabilisante et en même temps très riche d'apprentissage. J'ai fait une expérience surprenante pendant la séance de thérapie, de démonstration, de profonde dérégulation. Tout d'un coup, je perdais mon cap, j'étais ce qu'on appelle dissocié, avec une confusion qui était vraiment complètement nouvelle. Enfin, c'était tout à fait inhabituel, c'était pas du tout, voilà. Et donc très très étonnant pour moi. Et ça a été le début de dire, voilà, waouh, il y a quelque chose qui se passe en moi que je ne voyais pas qu'elle a vu. Et c'est à ce moment-là, j'ai l'expression que le sol se déroubait sous moi. Voilà, il y avait quelque chose comme un double front qui disparaissait, et j'étais en train de descendre un peu comme un ascenseur qui s'arrête, évidemment on démarre et puis ça redescend brutalement, assez brutalement, et puis c'est nouveau. Ok. Donc là, tu as une forte réalisation. C'est-à-dire que j'étais en train de rentrer en conscience de mon système nerveux autonome. C'est ça qui se passait. Et qu'il y avait là des réactions automatiques de gestion du danger. Ok. Donc du coup, si je résume, tu as à la fois cette expérience où, pendant cette démonstration, tu prends conscience de ce qui se passe dans ton cerveau du bas, et là, ça crée ce bug, et puis tu sens comme le sol qui s'effondre sous toi. Et puis, il y avait aussi de constater que toi, dans ton expérience, dans tes progrès de l'IFS, il y avait des choses où ça passait pas par là, mais plus parce que tu as pu vivre avec cette thérapeute en lien avec l'attachement. Alors ça, c'est l'expérience en tant que client. Oui, c'est ça. Alors, vis-à-vis de l'IFS, c'est plutôt Deirdre Fay. C'est-à-dire que Deirdre Fay a organisé un séminaire lors d'une conférence IFS en 2017, et ça s'appelait... en fait, l'idée pour elle, c'était de montrer, de mettre en lumière ce qui se passe dans la relation quand on fait de l'IFS, tout ce qui est en jeu dans la relation interpersonnelle. C'était ça le but de son séminaire. Je participe à ce séminaire, et dans le cadre de cette journée, on fait un exercice, de métacognition, c'est-à-dire on commence je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais l'objectif de l'exercice était de prendre conscience à travers le reflet qu'on pouvait se faire entre deux personnes ou dans un groupe, de ce qui se passe en nous quand on se sent reflété par l'autre. Voilà. C'est vraiment une expérience intersubjective de moi avec toi, et qu'est-ce qui se passe en toi quand tu me dis, toi, ce qui se passe en toi quand tu es en relation avec moi, quand tu m'exprimes, qu'est-ce que ça me fait à moi. Et ça a été une autre expérience. Alors là, du coup, le sol s'est pas effondré sous mes pieds, là, mais c'était une expérience vraiment d'ouverture, de prise de conscience quasi spirituelle, vraiment de tout un champ. Il y a eu quand même une expérience intérieure d'ébranlement, mes repères changeaient, c'était pas du tout désagréable, mais c'était vraiment, je sentais une expansion, quelque chose de nouveau qui s'ouvrait, voilà. Et donc ça a été ça, l'autre période, l'autre expérience clé, où j'ai perçu à travers ce qui se passait dans mon corps qu'il y avait des informations, des modélisations et des dimensions que je pouvais apporter à ma pratique, et c'est ce qui est devenu l'intelligence relationnelle. Donc il y a eu ces 3 points perso, Deborah Dana avec l'intersubjectivité, Deborah Dana avec la théorie de l'attachement, la théorie polyvagale, pardon, et les liens avec l'attachement, et puis Deirdre Fay et cette question de l'intersubjectivité. Ok. Petite question, tu es dérangé par le soleil là, non? Un petit peu. Ouais, ok.
Tu veux te décaler? Ça va encore si c'est pas trop. On a combien de temps encore? Ouais, bah on va aller vers la fin là, il est 45. Ça va, ça tient. Ouais, ok. Donc du coup, tu as ces réalisations. Et comment tu passes de ça à développer un modèle? Est-ce qu'un soir, avant d'aller dormir, tu écris quelque chose sur une feuille et puis ensuite, j'imagine que tu l'as testé. Comment ça se fait tout ça? Eh ben, ça s'est fait, en fait, c'était un peu comme ça que ça s'est passé. Donc je participais à une conférence IFS, c'est en 2017. Et à l'occasion de cette conférence, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Deborah Dana. Elle intervenait aussi à cette conférence et donc on a profité de ce moment pour se voir et préparer le séminaire qu'elle allait venir faire quelques mois plus tard. Et puis j'ai rencontré Barbara Fay dans les mêmes temps, espace temporel et physique aussi, et géographique. Et ça a bouillonné en moi. Et c'est dans la nuit, une nuit, je me rappelle très très bien. D'un coup, j'ai eu cette, j'ai senti que ça se mettait ensemble. Que cette recherche que j'avais à la fois sur le plan personnel, c'était personnel, et puis de trouver cette affaire, comment me sortir de ce monde que je découvrais de l'attachement, et comment me sortir de ça, et puis ces deux expériences que, une, j'avais pas complètement faite, à cette époque-là, j'avais pas encore fait l'expérience de la démo dont j'ai parlé avec Deborah Dana, mais elle avait commencé à m'informer, je sentais qu'il y avait des choses là intéressantes, et puis cette expérience, et ça s'est mis ensemble, et oui, j'ai eu un moment de prise de conscience dans la nuit. Et je me suis dit, là, il y a des trucs qui se mettent ensemble et ça fait tellement de sens. Donc, ça m'a réveillé. Sur le moment, j'ai pas écrit, mais ça a été vraiment le point de départ d'une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, avec une autre période de ma vie en tant que thérapeute et formateur qui s'ouvrait. Donc, il y avait quelque chose qui se finissait et ça démarrait. Quelque chose de démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et aujourd'hui où tu formes des cohortes de thérapeutes? Est-ce qu'il y a eu de l'expérimentation, des tests, peut-être des dialogues avec ces personnes-là? Pas tellement avec ces personnes. Première version, deuxième version du modèle? Non. Alors, une fois que j'ai fait ces expériences avec ces personnes en question, puis que j'ai eu les informations de base, ça n'a pas tellement continué. Après, moi, j'ai commencé à pratiquer, à modéliser. Et puis, la modélisation est devenue de plus en plus fine. En fait, elle était vraiment... Ce qui était embryonnaire est resté. La racine, l'ADN n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est... En génétique, on parle du génotype et du phénotype. C'est-à-dire qu'il y a le génotype, c'est l'ADN, et puis il y a l'expression. Effectivement, l'expression est devenue de plus en plus fine à la faveur de mes collaborations avec mes collègues, différents collègues, des échanges, et puis c'est devenu de plus en plus fin, et de plus en plus structuré et explicite, avec une méthode qui est maintenant bien en place. Le début de Self Therapy, donc l'organisme de formation que tu as créé, c'est quelle année? C'est 2014, fin 2014. 2014, ok. Donc là, il y a une première cohorte. Combien est-ce que vous êtes jusqu'à aujourd'hui? Alors, Self Therapy, au début, j'enseignais encore l'IFS pendant 2 ans. Et puis la première cohorte d'hier, c'était en 2017 ou 2018, il me semble. Voilà. Donc en fait, l'hier est né en 2017, on va dire. Donc on est en 23, ça fait 6 ans. Ok. Combien il y a de personnes qui se forment dans cette première cohorte? Et puis aujourd'hui, combien il y a de personnes qui se forment chaque année? Dans la première cohorte, je ne pourrais pas te dire précisément, mais on est à peu près à 300 ou 400 personnes formées en ce moment, depuis 6 ans. Pas par an, par an, il faut que je leur dise. Mais ça augmente, de toute façon. Ça augmente vite par an. En gros, il y a 90 personnes par an qui se forment. Si cette interview vous a intéressé, alors je vous invite à jeter un œil sur les 2 liens qui se trouvent dans la description. Le premier lien, c'est pour les personnes qui s'intéressent à titre personnel à l'intelligence relationnelle. Si vous cliquez dessus et que vous me laissez votre email, je vous enverrai un kit pour vous aider à vous autoréguler et un lien vers l'annuaire des thérapeutes en intelligence relationnelle. Si vous vous intéressez à l'intelligence relationnelle à titre professionnel, alors si vous cliquez sur le deuxième lien et que vous me laissez votre email, je vous enverrai une fiche qui résume les différentes formations qui existent par rapport à l'intelligence relationnelle.